J'étais au travail lorsque le téléphone de ma fille m'a appelé. Ce n'était pas sa voix. C'était celle de mon mari. Il ne savait pas qu'il m'avait appelé par accident. J'ai entendu ma fille de 9 ans crier en arrière-plan. « Papa, s'il te plaît, aide-moi. Fais-les arrêter. » Puis j'ai entendu mon mari rire et dire « Laisse les garçons s'amuser un peu avec elle. » Je pouvais entendre les rires de plusieurs hommes. Puis il a crié « Écartez-vous. C'est mon tour. » Mon oncle a ajouté « Attrape-la par les jambes. » J'ai suivi le GPS jusqu'à un clubhouse de motards où les 47 hommes se trouvaient. Je n'ai pas appelé la police. J'ai pris mes affaires. Quand je suis arrivé, je me suis assuré de verrouiller toutes les portes de l'extérieur et j'ai coupé le courant. Je pouvais entendre ma fille crier, entourée de plusieurs hommes. Puis j'ai chuchoté à la radio, « Vous l'avez fait crier. Maintenant, c'est à mon tour de vous faire tous disparaître. » Quand la police est arrivée, ils ont trouvé un cimetière à l'intérieur. Les néons de la salle de repos de l'hôpital clignotaient tandis que je déballais mon sandwich à la dinde. Ma garde avait été brutale. 12 heures d'opération consécutives, 3 cas d'urgence et un patient traumatisé qui s'en était à peine sorti. Être chirurgienne traumatologue signifiait vivre d'adrénaline et de café froid, mais j'adorais chaque minute épuisante de ce métier. Mon téléphone était posé face vers le haut sur la table, à côté de mon café tiède, l'écran sombre et silencieux. Quand il s'est allumé avec le nom de ma fille, j'ai souri par réflexe. Mélodie savait toujours quand j'avais besoin d'un remontant pendant ses gardes marathons. Elle avait 9 ans, une intelligence vive comme l'éclair, et elle était le centre absolu de mon univers. Mon mariage avec Tyler battait de l'aile depuis des années, mais Mélodie donnait un sens à tout. Elle avait ses cheveux sombres, mais mes yeux verts et un rire qui pouvait illuminer la plus sombre des salles d'opération. J'ai glissé le doigt pour répondre, formulant déjà les mots pour lui dire que je rentrerais encore tard. « Salut, ma chérie. » Mais la voix qui est parvenue n'était pas la sienne. « Allez, ne sois pas si timide maintenant. » La voix de Tyler crépitait dans le haut-parleur, lointaine et étouffée. Il ne me parlait pas. Il ne savait même pas que l'appel avait abouti. Mon estomac s'est noué en réalisant que c'était un appel de poche, une connexion accidentelle qui avait ouvert une fenêtre sur quelque chose que je n'étais pas censé entendre. Puis je l'ai entendu, un cri qui a glacé mon sang. « Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Je veux mon papa. » Chaque muscle de mon corps s'est contracté. C'était la voix de Mélodie, brute de terreur, appelant la seule personne qu'elle pensait capable de la protéger, ignorant qu'il faisait partie de ce cauchemar. Le sandwich est tombé de mes mains, heurtant le sol de la salle de repos avec un bruit sourd que j'ai à peine enregistré. Toute mon attention s'est concentrée sur ce minuscule haut-parleur, sur les sons qui me parvenaient avec une clarté cristalline. Tyler a ri. Le son était désinvolte, amusé, comme s'il venait d'entendre une blague moyennement drôle. « Laisse les garçons s'amuser un peu avec elle. » Plusieurs voix se sont jointes à la sienne. Un chœur de rire masculin qui m'a soulevé le cœur. Je ne pouvais plus respirer, plus penser, plus traiter ce que j'entendais, car mon cerveau refusait simplement d'accepter cette réalité. « Écartez-vous. C'est mon tour. » Encore la voix de Tyler. Plus forte maintenant, impatiente. Une autre voix s'est fait entendre, une que j'ai reconnue avec une secousse qui m'a traversé l'échine comme un choc électrique. « Attrape-la par les jambes. » Oncle Wayne, le frère de ma mère, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait conduite à l'hôtel quand mon père avait refusé d'assister à mon mariage. Sa voix était inimitable, et l'entendre maintenant, dans ce contexte, a brisé quelque chose de fondamental dans ma compréhension du monde. J'étais debout sans même y penser, mes mains tremblant si violemment que je pouvais à peine tenir le téléphone. Autour de moi, la salle de repos continuait son existence normale. Quelqu'un faisait chauffer du pop-corn au micro-ondes. Un interne se plaignait d'un médecin titulaire difficile. La télévision accrochée dans le coin diffusait les nouvelles du soir en sourdine. Personne ne savait que mon monde entier venait de s'effondrer en une singularité d'horreur. Mélodie a crié de nouveau, et cette fois le son a été suivi de rires cruels, de voix qui se superposaient dans l'excitation. J'ai saisi des fragments. Maintenez-la.
Mon tour après. Elle se débat trop. Chaque phrase était un couteau glissant entre mes côtes. Mon doigt a trouvé l'application de suivi GPS presque en pilote automatique. Je l'avais installée sur le téléphone de Mélodie 6 mois auparavant, après qu'elle se fût égarée de sa classe lors d'une sortie au musée des sciences. Tyler s'était plaint que c'était du parentage hélicoptère, que je devais lui donner plus d'indépendance, mais j'avais insisté. Maintenant, alors que la carte se chargeait sur mon écran, cette décision devenait la seule chose qui se dressait entre ma fille et le cauchemar qui se déroulait. Le repère est tombé sur une adresse que je n'ai pas reconnue immédiatement, mais la vue satellite la montrait clairement. Un grand bâtiment industriel à la périphérie de la ville, entouré de motos. Beaucoup de motos. L'antre des vipères. J'ai compris, le clubhouse du club de motards de Tyler, celui où il passait de plus en plus de temps depuis 1 an. Je pensais qu'il faisait une crise de la quarantaine. Il avait acheté une Harley à 42 ans, commencé à porter des gilets en cuir avec des écussons, s'était laissé pousser la barbe. J'avais levé les yeux au ciel devant ce cliché, mais je ne m'étais pas inquiété. Il semblait plus heureux, en fait, plus engagé dans la vie. Il avait commencé à emmener Mélodie en balade le dimanche, disait qu'il voulait créer des liens avec elle, lui montrer son nouveau hobby. Ma vision s'est rétrécie, ces balades du dimanche, les sorties spéciales, les fois où il l'avait emmenée au clubhouse parce que, disait-il, les gars voulaient rencontrer sa magnifique fille. J'avais trouvé ça adorable, j'avais été contente qu'il s'intéresse enfin activement à son rôle de père après des années d'absence émotionnelle. Le téléphone était toujours connecté. Je pouvais encore tout entendre. Les voix des hommes montaient et descendaient avec enthousiasme. Quelqu'un a mis de la musique, quelque chose avec des basses lourdes qui couvraient partiellement les autres sons, mais pas les pleurs de Mélodie qui transperçaient tout. Un son que je ne lui avais jamais entendu faire auparavant. De la pure terreur animale. Mes mains bougeaient avec une précision chirurgicale. Les tremblements avaient disparu, remplacés par quelque chose de froid et de calculateur. J'ai ouvert mon casier, j'en ai sorti mon sac. À l'intérieur se trouvait mon Glock 19, celui que j'avais acheté après que la famille en colère d'un patient m'eut menacé dans le parking il y a 3 ans. J'avais obtenu mon permis de port d'armes dissimulé, je m'étais entraîné au stand de tir tous les mois sans faute. Tyler s'était moqué de moi pour ça, m'avait traité de paranoïaque. Le chargeur s'est enclenché avec un clic satisfaisant. J'ai engagé une balle dans la chambre, mis la sécurité et glissé l'arme dans ma ceinture. Sur l'étagère du bas de mon casier, j'ai récupéré le gilet tactique que j'avais porté lors de mon déploiement en Afghanistan, avant l'école de médecine. Il m'allait toujours parfaitement, et son poids familier s'est posé sur mes épaules comme une armure, comme le souvenir de celle que j'avais été avant de devenir l'épouse et la mère de quelqu'un. Mon déploiement avait consisté en 2 missions, 18 mois au total, en tant que médecin de combat avant que je ne fasse mes études de médecine financées par l'armée. J'avais vu ce que les humains pouvaient se faire les uns aux autres, ce qu'ils feraient quand ils pensaient que personne ne regardait. J'avais soigné des soldats, des civils, des enfants pris dans des tirs croisés. J'avais appris à compartimenter, à fonctionner sous pression, à prendre des décisions de vie ou de mort en quelques secondes. Je pensais que ces compétences appartenaient à mon passé, à une version de moi-même que j'avais laissée derrière moi en troquant le treillis du désert pour la blouse chirurgicale. Mais la mémoire musculaire ne s'efface jamais vraiment. Elle attend, tout simplement. Au fond de mon casier, derrière de vieux journaux médicaux et un parapluie oublié, j'ai trouvé le kit que j'avais assemblé pendant ma phase paranoïaque juste après mon retour de déploiement. Des colliers de serrage, du ruban adhésif, un brise-vitre, une pince coupe-câble, un petit couteau tactique, des grenades fumigènes que j'avais achetées légalement dans un surplus militaire pour un cours d'autodéfense que je n'avais jamais terminé. Des choses que je me disais que je jetterais un jour, mais que je n'avais jamais réussi à faire. J'ai tout pris, fourrant les objets dans mes poches, dans mon sac. La porte de la salle de repos s'est ouverte derrière moi et Jennifer, de la cardiologie, est entrée. « Et, ça va ? Tu as l'air. » « Urgence familiale, ai-je dit, ma voix plate et mécanique. « Couvre-moi. » J'étais sortie avant qu'elle ne puisse répondre, me déplaçant dans les couloirs de l'hôpital juste en dessous d'un pas de course. Assez vite pour arriver là où j'allais, assez lentement pour ne pas attirer l'attention.
Les gens me saluaient de la tête en passant. Le docteur Patterson, fiable et professionnel, quittant le travail plus tôt pour une affaire de famille. Personne n'a posé de questions. Personne n'a regardé à deux fois. Le parking était presque vide à 7 heures. Mon SUV était à ma place attitrée et j'ai jeté mon sac sur le siège passager avant de me glisser derrière le volant. Le moteur a rugi et je me suis inséré dans le trafic du soir avec une précision prudente. Pas d'excès de vitesse, pas de feu grillé, rien qui ne puisse me faire arrêter. Rien qui ne puisse me retarder, ne serait-ce que d'une minute. Le GPS indiquait 23 minutes jusqu'au clubhouse. J'y serais en 15. Mon téléphone continuait de diffuser depuis l'appareil de ma fille, et je l'ai gardé en haut-parleur, me forçant à écouter. Chaque cri, chaque pleur, chaque moment de sa souffrance se gravait dans mon cerveau, alimentant quelque chose de sombre et d'ancien qui montait des profondeurs de ma poitrine. Ce n'était pas la chirurgienne civilisée qui avait prêté serment de ne pas nuire. C'était tout autre chose, quelque chose qui précédait les hôpitaux et l'éthique médicale, quelque chose de primal et d'absolu. Ils avaient commis une erreur fatale. Ils avaient blessé mon enfant pendant que je pouvais l'entendre. Pendant que je pouvais les suivre. Pendant que j'avais encore des compétences qu'ils ne pouvaient imaginer et une volonté qui ne ploierait pas. La voix de Tyler est revenue. Arrête de pleurer. Tu me mets dans l'embarras devant les gars. Je veux maman. La voix de Mélodie était rauque maintenant, probablement à force de crier. S'il te plaît, je veux ma maman. Ta mère est au travail, dit Tyler, agacé. Elle est toujours au travail. C'est pour ça que tu es ici avec nous, tu te souviens? Je t'apprends à être dur. Tu es trop molle, trop comme elle. Oncle Wayne a ri. Elle apprendra. Elles finissent toutes par apprendre. Elles finissent toutes par apprendre. La phrase m'a frappé comme un coup physique. Ce n'était pas la première fois. C'était systématique, pratiqué, quelque chose qu'ils avaient déjà fait. Peut-être à d'autres enfants, peut-être juste à la mienne. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de dimanches après-midi ma fille avait-elle souffert pendant que j'étais reconnaissante d'avoir du temps pour moi, pour rattraper mes lectures de journaux médicaux ou faire les courses? Le feu devant moi est passé au jaune. J'ai accéléré pour le franchir, puis je me suis forcé à ralentir à nouveau. Me faire arrêter ruinerait tout. Je devais arriver avec l'élément de surprise. Il fallait qu'il n'ait aucun avertissement. Ma formation tactique a repris le dessus, repoussant la rage maternelle pour créer un plan. Le clubhouse était un entrepôt reconverti, je me souvenais des photos de Tyler. Une entrée principale, probablement une ou deux sorties de secours. Des fenêtres en hauteur sur les murs, probablement renforcées. Le bâtiment aurait de l'électricité, des lumières, peut-être des caméras de sécurité. Je devais neutraliser tout ça. À l'arrière de mon SUV, sous une bâche, se trouvait le kit d'urgence que j'avais assemblé et jamais utilisé. Des fusées éclairantes, un extincteur, des câbles de démarrage, un pied de biche, un cadenas et une chaîne robuste que j'avais acheté pour sécuriser le camping-car que nous n'avions jamais acheté. Tous des objets en apparence innocents qui pouvaient devenir des armes entre de bonnes mains. Les bonnes mains. Mes mains. Des mains qui pouvaient effectuer une craniotomie avec une précision millimétrique. Qui pouvaient faire des nœuds chirurgicaux les yeux bandés. Qui pouvaient aussi démonter et remonter un fusil en moins d'une minute, parce que certaines compétences, une fois apprises, ne vous quittent jamais. Le GPS indiquait 7 minutes restantes. Je me suis garé dans une station-service à 1,5 km du clubhouse, derrière le bâtiment où les caméras de sécurité ne capteraient pas ma plaque d'immatriculation. Dans la pénombre derrière les bennes à ordures, j'ai fait mes derniers préparatifs. Le gilet tactique en premier, lourd et rassurant. J'ai chargé ses poches avec les colliers de serrage, les grenades fumigènes, des chargeurs supplémentaires pour le Glock. Le couteau est allé dans un étui à ma ceinture. La pince coupe-câble dans une poche cargo. Le brise-vitre dans une autre. J'ai ramené mes cheveux sombres en une tresse serrée, que j'ai rentrée sous une casquette de baseball. J'ai troqué mes sabots chirurgicaux pour les chaussures de randonnée que je gardais dans la voiture.
En regardant mon reflet dans les vitres teintées du SUV, je me suis à peine reconnue. Ce n'était pas le docteur Patterson, chirurgienne traumatologue et bénévole à l'association des parents d'élèves. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un que Tyler et ses amis auraient dû prier de ne jamais rencontrer. J'ai parcouru le dernier kilomètre et demi avec mes phares éteints, le soleil couchant fournissant juste assez de lumière pour naviguer. Le clubhouse est apparu. Un bâtiment trapu et laid, entouré de rangées de motos qui luisaient dans la lumière mourante. Je les ai comptés automatiquement. Au moins 40 véhicules, des motos, quelques camions, quelques voitures. 47 hommes à l'intérieur avec ma fille. Les probabilités ne m'effrayaient pas. Elles auraient dû, mais ce n'était pas le cas. Chacun de ces hommes avait participé à blesser Mélodie ou était resté là sans rien faire, ce qui les rendait tout aussi coupables. 47 personnes qui avaient renoncé à leur droit à la pitié au moment où elles avaient touché mon enfant. Je me suis garée à 2 pâtés de maison de là, dans une ruelle derrière une usine abandonnée. La zone industrielle était déserte à cette heure. Toutes les entreprises légitimes étaient fermées pour la nuit. Parfait. Personne pour entendre. Personne pour interférer. De mon sac, j'ai sorti un petit appareil électronique, un brouilleur de signal que j'avais acheté pendant ma phase paranoïaque, quand j'étais convaincue que quelqu'un pourrait me suivre après mon retour de déploiement. Je l'ai laissé éteint pour l'instant, ayant encore besoin d'entendre ce qui se passait via la connexion téléphonique de Mélodie. Mais une fois prête à agir, je l'activerai. Personne à l'intérieur de ce bâtiment n'appellerait à l'aide. La marche jusqu'au clubhouse a pris 3 minutes. Je suis restée dans l'ombre, me déplaçant avec le silence exercé de quelqu'un qui a fait des patrouilles en territoire hostile. En m'approchant, j'entendais la musique pulser à travers les murs. J'entendais des voix masculines s'élever en célébration ou en dispute. L'arrière du bâtiment avait un grand boîtier électrique monté sur le mur extérieur. Je l'avais remarqué sur les photos satellites. J'avais espéré qu'il serait aussi accessible. Avec la pince coupe-câble, j'ai retiré le cadenas qui était censé le sécuriser. Une camelote de quincaillerie qui m'a pris moins de 10 secondes à défaire. À l'intérieur du boîtier, le disjoncteur principal attendait innocemment. Je l'ai laissé tranquille pour l'instant. D'abord, je devais sécuriser les sorties. Il y avait 3 portes. L'entrée principale à l'avant, une porte latérale près de ce qui ressemblait à une cuisine, et une sortie de secours à l'arrière avec une barre anti-panique. J'ai commencé par la sortie de secours, utilisant la chaîne lourde et le cadenas pour la sécuriser de l'extérieur. La chaîne s'enroulait autour de la barre anti-panique et à travers la poignée de la porte. Le cadenas s'est refermé avec un clic final. Même si quelqu'un à l'intérieur essayait de la forcer, la chaîne de qualité industrielle tiendrait. La porte latérale a reçu le même traitement. Chaîne, cadenas, test de résistance. Solide. L'entrée principale était plus délicate. C'était une double porte plus large qui servait clairement d'accès principal, mais elle avait aussi une rampe en fer forgé décorative de chaque côté, probablement installée pour que le bâtiment ressemble moins à l'entrepôt qu'il était. La rampe m'a fourni des points d'ancrage. J'ai utilisé 2 chaînes, les croisant à travers les poignées de porte et autour des rampes, sécurisant le tout avec plusieurs cadenas. Maintenant, les fenêtres. Elles étaient à 4,5 mètres de hauteur, des fentes étroites qui ne s'ouvraient probablement même pas, mais je ne pouvais prendre aucun risque. Avec le pied de biche, je l'ai enfoncé dans le sol sous chaque fenêtre, à un angle qui rendrait presque impossible de descendre en rappel même si quelqu'un réussissait à les briser. Mon téléphone était toujours connecté à celui de Mélodie, et j'ai rapidement ouvert mon application de mémo vocale, j'ai appuyé sur enregistrer, puis j'ai mis le téléphone en haut-parleur. Les sons avaient changé. La musique était plus forte maintenant, et les voix des hommes avaient pris une qualité qui me donnait la chair de poule, excitée, prédatrice. Mélodie ne criait plus. Soit elle s'était épuisée, soit il l'avait fait taire d'une manière ou d'une autre. Cette pensée a failli briser ma concentration opérationnelle, mais je ne pouvais pas me permettre de perdre le contrôle maintenant. La rage était un outil, pas un maître. J'avais appris ça dans le désert, en regardant des soldats qui laissaient la colère l'emporter sur l'entraînement commettre des erreurs fatales. J'ai sauvegardé l'enregistrement, les synchronisé sur mon cloud.
Des preuves. Puis j'ai activé le brouilleur de signal. Je suis retourné au boîtier électrique, ma main posée sur le disjoncteur principal. Tout était prêt. Le bâtiment était scellé. Personne ne pouvait entrer ou sortir. Le brouilleur de signal garantissait qu'aucun appel à l'aide n'atteindrait le monde extérieur. Et j'avais la seule chose qu'il n'avait pas, l'élément de surprise et l'engagement absolu qui vient de la protection de son enfant. Mais j'ai fait une pause, ma main sur le disjoncteur, alors qu'une pensée me traversait l'esprit. Je pouvais encore m'en aller. Appeler la police maintenant. Les laisser gérer ça par les voies légales. Tyler irait en prison. Oncle Wayne irait en prison. Tous feraient face à la justice par le système légal, la manière dont les gens civilisés résolvent leurs conflits. Puis j'ai entendu Mélodie gémir au téléphone, un petit son brisé qui n'avait sa place dans la voix d'aucune fillette de 9 ans. Ma main a abaissé le disjoncteur. La musique s'est coupée brusquement. À travers les murs, j'ai entendu des cris de surprise, de la confusion, les bruits d'hommes trébuchant dans l'obscurité soudaine. J'ai choisi le moment pour un effet maximum. Le soleil venait de se coucher complètement, donc il n'y avait pas de lumière ambiante pour les aider à s'adapter. Je me suis déplacé vers l'entrée principale, j'ai sorti la radio que j'avais prise de mon kit d'urgence. C'était un talkie-walkie bon marché que j'avais acheté pour un voyage de camping que nous n'avions jamais fait, mais il émettrait sur des fréquences communes. Je l'ai réglé au volume maximum, puis j'ai appuyé sur le bouton de transmission. Vous l'avez fait crier. Ma voix est sortie froide, mécanique, à peine reconnaissable comme la mienne. Maintenant, c'est à mon tour de vous faire tous disparaître. J'ai relâché le bouton et j'ai écouté. À l'intérieur, la confusion s'était transformée en alarme. Quelqu'un a secoué les portes d'entrée, réalisant qu'elles étaient enchaînées. Des cris de « Qu'est-ce qui se passe ?» et « Qui a dit ça ?» se chevauchaient. La voix de Tyler s'est élevée au-dessus des autres. Tout le monde, calmez-vous. C'est probablement juste une panne de courant. Restez où vous êtes jusqu'à ce que les lumières de secours s'allument. Mais il n'y avait pas de lumière de secours. J'avais désactivé le générateur de secours que j'avais repéré sur le côté du bâtiment, coupé sa conduite de carburant et retiré sa batterie. Ils étaient dans l'obscurité totale, piégés, sans aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur. Et j'étais dehors avec tous les avantages, avec tous les outils, avec toute la motivation qu'une mère puisse jamais avoir. J'ai sorti la première grenade fumigène de mon gilet, l'examinant à la faible lueur des lampadaires lointains. Surplus militaire conçu pour les exercices d'entraînement, mais elle ferait l'affaire. La goupille s'est retirée facilement, et j'ai compté 3 secondes avant de la lancer à travers l'une des fenêtres en hauteur. La vitre s'est brisée et une épaisse fumée blanche a commencé à s'échapper presque immédiatement. Des cris ont éclaté de l'intérieur, désorientés et paniqués. Je ne leur ai pas donné le temps de récupérer. 2 autres grenades fumigènes ont suivi en succession rapide, lancées à travers différentes fenêtres, créant des nuages superposés de fumée blanche dense qui rendraient toute vision impossible. De mon gilet tactique, j'ai sorti 2 fusées éclairantes, je les ai allumées et je les ai jetées à travers les fenêtres brisées. La lumière rouge qu'elles projetaient détruirait toute vision nocturne que les hommes à l'intérieur auraient pu développer, et la fumée épaisse qu'elles produisaient rendrait la respiration difficile. Quelqu'un à l'intérieur toussait maintenant, de manière rauque et continue. Plusieurs personnes. Bien. Qu'ils sachent ce que c'était de lutter pour respirer, de se sentir impuissant et effrayé. J'ai fait le tour du bâtiment, méthodique et patiente. Chaque fenêtre que je pouvais atteindre a reçu une fusée éclairante. La fumée a commencé à s'échapper par les vitres brisées, et j'entendais la panique monter à l'intérieur. Les hommes criaient les uns par-dessus les autres, certains appelant Tyler, d'autres exigeant de savoir ce qui se passait. Les portes sont enchaînées de l'extérieur. Mon téléphone ne marche pas. Il faut qu'on sorte d'ici. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé le 911. Quand l'opératrice a répondu, j'ai parlé clairement et calmement, en donnant l'enregistrement exact que j'avais préparé mentalement. J'ai besoin de la police immédiatement au clubhouse des Vipères sur Industrial Road. Plusieurs hommes adultes ont kidnappé et agressent ma fille de 9 ans. J'ai suivi son téléphone jusqu'à cet endroit.
Je peux l'entendre crier. S'il vous plaît, envoyez de l'aide maintenant. Ma voix s'est brisée de manière authentique sur les derniers mots, ce qui n'était pas difficile puisque c'était la vérité. J'ai donné l'adresse, puis j'ai mis fin à l'appel avant que l'opératrice ne puisse poser de questions. Le feu n'était pas réel, juste de la fumée provenant des fusées éclairantes, mais l'appel au 911 serait enregistré. Horodaté. Faisant partie du dossier officiel. À l'intérieur du bâtiment, quelqu'un avait trouvé les portes d'entrée et tirait dessus désespérément. Les chaînes cliquetaient mais tenaient bon. On est piégé. Tout est enchaîné et il y a de la fumée partout. La voix de Tyler essayait de garder le contrôle. Tout le monde, restez calme. On va ouvrir les portes. J'ai de nouveau actionné la radio. Vous cherchez Mélodie? Elle est en sécurité maintenant. Mais vous, non. Vous allez rester là-dedans et réfléchir à ce que vous avez fait. Chaque cri que vous avez ignoré. Chaque fois que vous avez ri. Tout ça. Qui êtes-vous? La voix de Tyler s'adressait maintenant à la porte. Vous ne pouvez pas faire ça. Laissez-nous sortir. Je suis la mère que vous avez oublié qu'elle existait, ai-je répondu. Celle qui a prêté serment de ne pas nuire. Mais vous savez quoi? Ce serment était pour les patients. Et vous n'êtes plus des patients. Vous êtes tout autre chose. Le bruit de verre brisé est venu de l'intérieur alors que quelqu'un essayait de sortir par une fenêtre, mais la hauteur et l'ouverture étroite rendaient cela presque impossible. J'ai entendu un fracas et des jurons, celui qui avait essayé était apparemment retombé à l'intérieur. Ma radio a crépité. Quelqu'un à l'intérieur avait trouvé un talkie-walkie, essayait de communiquer. S'il vous plaît, il y a des gens ici qui n'ont rien fait. Nous sommes juste membres d'un club. Alors vous êtes restés là à regarder, ai-je répondu. Vous avez entendu un enfant crier et n'avez rien fait. Cela vous rend tout aussi coupable. La voix de l'oncle Wayne est passée, inimitable même à travers les parasites. C'est toi. Tu ne peux pas faire ça. Je suis de la famille. La rage que je contrôlais menaçait de se libérer. Tu as cessé d'être de la famille au moment où tu as touché ma fille. Tu as cessé d'être humain. C'est ton mari qui a commencé. On était juste. Je ne l'ai pas laissé finir. 47 motos dehors. 47 hommes dedans. Chacun de vous a fait un choix aujourd'hui. Maintenant, vous allez vivre avec les conséquences. La fumée s'épaississait maintenant. Des nuages blancs s'échappaient de chaque fenêtre brisée. J'entendais des quintes de tout, les voix devenaient désespérées. Les grenades fumigènes faisaient leur travail. Désorientantes, effrayantes, mais pas mortelles. La fumée d'entraînement militaire était conçue pour obscurcir la vision et créer la panique sans causer de dommages permanents, bien que la respirer fût profondément désagréable. Quelqu'un pleurait, probablement l'un des plus jeunes membres, peut-être au début de la vingtaine, réalisant enfin la gravité de ce à quoi il avait participé. Des sirènes hurlaient au loin, se rapprochant. Des camions de pompiers, répondant probablement à mon appel. Peut-être la police aussi. J'avais environ 3 minutes avant leur arrivée. 3 minutes pour m'assurer que tout le monde à l'intérieur comprenait exactement ce qu'ils avaient fait. J'ai trouvé une autre fenêtre, l'ai brisée avec un brise-vitre, et j'ai lancé ma dernière grenade fumigène. Les nuages blancs étaient si denses maintenant que je pouvais à peine voir l'intérieur, juste des formes se déplaçant dans la brume comme des silhouettes dans un cauchemar. Quelqu'un criait à l'intérieur, de la pure panique, sans parole. D'autres essayaient d'enfoncer les portes, jetant leur poids contre elles, mais les chaînes tenaient bon. Le matériel de qualité industrielle que j'avais utilisé était conçu pour sécuriser des chantiers de construction, pour résister exactement à ce genre d'assaut. Mon téléphone indiquait 2 minutes avant l'arrivée probable des autorités. J'ai fait le tour pour revenir au boîtier électrique, j'ai remis le disjoncteur principal en marche. Ils auraient besoin de lumière pour évacuer en toute sécurité. Puis j'ai retiré toutes mes chaînes des portes, travaillant rapidement et efficacement. J'ai rassemblé les chaînes, les cadenas, tout ce que j'avais utilisé, et je les ai jetés à l'arrière de mon SUV garé à 2 pâtés de maison. Ils devaient pouvoir sortir quand les pompiers arriveraient, devaient être retrouvés vivants pour pouvoir faire face à la justice.
car c'était la différence entre eux et moi. Je voulais qu'ils souffrent, qu'ils connaissent la peur et l'impuissance comme Mélodie les avait connus. Mais je les voulais aussi vivants pour faire face aux conséquences, pour passer des décennies dans des cellules de prison, pour avoir leur nom sur des registres, pour perdre tout ce qu'ils avaient jamais estimé. La mort aurait été trop facile, trop rapide. Ils méritaient pire. Je me suis retirée dans mon SUV, j'ai enlevé le gilet tactique et les bottes, je me suis remise en blouse et en sabots. Le gilet, ainsi que les chaînes et tout le reste, sont allés dans un grand sac de sport dans mon coffre. Je m'en débarrasserai correctement plus tard, quelque part où on ne le trouverait jamais. Puis j'ai fait le tour pour approcher d'une autre direction, observant de loin la première voiture de police prendre le virage, gyrophares allumés. Les policiers se sont déplacés avec une efficacité exercée, approchant du bâtiment armes au poing. D'autres unités sont arrivées, puis des camions de pompiers. Les pompiers ont forcé les portes et ont commencé à évacuer les gens. Des hommes sont sortis en titubant dans l'air nocturne, toussant et haletant, les yeux rouges et larmoyants à cause de la fumée. Les pompiers les dirigeaient vers l'herbe où ils s'effondraient dans divers états de détresse. Des ambulanciers sont arrivés, ont commencé à vérifier les signes vitaux, offrant de l'oxygène à ceux qui avaient du mal à respirer. Des voitures de police se sont garées à côté, et les officiers ont immédiatement commencé à établir un périmètre. J'ai regardé pendant qu'ils commençaient à séparer les gens, à prendre les premières déclarations. L'un des hommes a pointé du doigt le bâtiment, puis sa moto. Un officier l'a suivi, à travers mes jumelles, j'ai vu l'homme gesticuler frénétiquement, essayant clairement d'expliquer quelque chose. D'autres policiers sont arrivés. Puis des inspecteurs. Quelqu'un a dû mentionner l'appel au 911 concernant une agression d'enfant, car les officiers ont commencé à se déplacer avec plus d'urgence, menottant certains des hommes, les mettant à l'arrière des voitures de patrouille. Tyler a été l'un des premiers à être menotté. Même de cette distance, je pouvais le voir se disputer avec les officiers. Je pouvais l'imaginer essayant de se sortir de là par son charme, comme il se sortait de tout par son charme. Mais le charme ne fonctionne pas quand il y a un appel au 911 enregistré sur une agression d'enfant. Quand il y a 47 témoins qui peuvent contredire les histoires des autres. Quand il y a des preuves matérielles qui attendent d'être collectées. Une ambulance est arrivée et mon cœur s'est serré quand j'ai vu des ambulanciers se précipiter à l'intérieur avec un brancard. Quelques minutes plus tard, ils sont ressortis avec une petite silhouette dessus, couverte d'une couverture. Mélodie. Ils l'ont chargée avec précaution dans l'ambulance et celle-ci est partie, gyrophares et sirènes allumées. C'était mon signal. J'ai démarré mon SUV, je suis sorti de la ruelle et j'ai roulé dans la direction opposée au clubhouse. 3 pâtés de maison plus loin, je me suis arrêté, j'ai retiré mon gilet tactique, je me suis remise en blouse. Tout le matériel tactique est allé dans un sac poubelle, que j'ai fourré dans une benne derrière un restaurant fermé. Puis j'ai conduit jusqu'à l'hôpital où l'ambulance emmènerait Mélodie. Mon hôpital, où j'étais une chirurgienne traumatologue respectée. Je laisserai l'équipe des urgences s'occuper d'elle. Je savais qu'il ne fallait pas soigner sa propre fille. C'était une ligne que même moi, je ne franchirais pas. Je suis arrivée juste au moment où l'ambulance s'arrêtait à l'entrée des urgences. Je suis passée par l'entrée du personnel, j'ai attaché mon badge à ma blouse et je me suis approchée de la zone de réception avec la démarche assurée de quelqu'un qui est à sa place. Fillette de 9 ans, possible victime d'agression, disait le secouriste au médecin des urgences. Trouvée dans un lieu avec plusieurs hommes adultes, signe d'inhalation de fumée, quelques contusions et lacérations. Elle demande sa mère. Je suis sa mère, ai-je dit en m'avançant. Docteur Patterson, chirurgie traumatologique. Qu'est-il arrivé à ma fille? Le médecin des urgences, le docteur Sarah Kim, une personne avec qui je travaillais depuis des années, m'a immédiatement reconnu, son expression passant de professionnelle à compatissante. Docteur Patterson, je suis tellement désolée. Nous évaluons encore son état. La police l'a trouvé dans une sorte de clubhouse de motards. Plusieurs hommes sont en garde à vue. Puis-je la voir? Bien sûr, mais docteur Patterson, vous comprenez que nous aurons besoin d'un autre médecin pour s'occuper d'elle. Vous êtes trop proche de cette situation. Je sais, ai-je dit doucement. J'ai juste besoin de la voir.
Mélodie était dans la salle d'examen 3, allongée sur un lit qui semblait trop grand pour sa petite silhouette. Elle avait un masque à oxygène sur le visage, les yeux fermés, mais ils se sont ouverts quand je suis entrée. Dès qu'elle m'a vue, son visage s'est décomposé. Maman. J'étais à ses côtés en un instant, la prenant doucement dans mes bras, attentive à toute blessure. Elle s'est accrochée à moi avec une force désespérée, sanglotant sur mon épaule. Je suis désolée. Je suis désolée, répétait-elle, j'ai essayé de dire à papa que je voulais rentrer à la maison, mais il a dit. J'ai chuchoté, lui caressant les cheveux, ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça n'est de ta faute. Tu es en sécurité maintenant. Je te promets que tu es en sécurité. Une policière est apparue à la porte. Une femme aux yeux bienveillants et à l'expression sérieuse. Docteur Patterson. Je suis l'inspectrice Sarah Martinez. J'ai besoin de parler avec vous et votre fille de ce qui s'est passé aujourd'hui. Au cours des 2 heures suivantes, l'histoire a émergé. Mélodie a tout raconté à l'inspectrice Martinez par phrases hachées et brisées, pendant que je lui tenais la main. Les balades du dimanche qui avaient commencé 6 mois plus tôt, le clubhouse où Tyler l'emmenait, les jeux auxquels il jouait, des jeux qui s'étaient progressivement aggravés, qui avaient franchi des limites qu'aucun adulte ne devrait jamais franchir avec un enfant. Tyler lui avait dit que c'était leur secret spécial. Que maman ne comprendrait pas, qu'elle serait en colère contre Mélodie si elle l'apprenait. Des tactiques de manipulation classiques, m'a expliqué plus tard l'inspectrice Martinez. Utilisées par les prédateurs pour garder leurs victimes silencieuses. Aujourd'hui avait été différent, a dit Mélodie. Habituellement, il n'y avait que Tyler et quelques-uns de ses amis. Mais aujourd'hui, c'était une sorte d'événement spécial, une fête. 47 hommes avaient été là, et les choses avaient rapidement dégénéré. Mélodie avait essayé de m'appeler, avait réussi à déverrouiller son téléphone dans sa poche, avait appuyé sur mon contact, espérant que j'entendrais et l'aiderais. Elle ne savait pas que j'avais tout entendu, ne savait pas que j'avais suivi son GPS, ne savait pas ce que j'avais fait en réponse. Pendant qu'elle parlait, les médecins l'examinaient, recueillaient des preuves, prenaient des photos de ses blessures. Chaque ecchymose, chaque marque, chaque pièce à conviction qui enverrait Tyler et ses amis en prison pour très longtemps. L'inspectrice Martinez m'a prise à part pendant que Mélodie passait un scanner. Docteur Patterson, je dois vous demander quelque chose. L'appel au 911 concernant l'incendie au clubhouse, c'était vous, n'est-ce pas? J'ai soutenu son regard. J'ai appelé le 911 pour signaler que des hommes agressaient ma fille à cet endroit. J'étais au travail quand le téléphone de Mélodie m'a appelé accidentellement et j'ai tout entendu. J'ai suivi son GPS et j'ai appelé à l'aide. Mais vous y êtes allé d'abord. Je suis allé chercher ma fille. Oui. Quand je suis arrivé, je pouvais l'entendre crier de l'extérieur. J'ai appelé le 911 immédiatement. Les hommes à l'intérieur ont dit que le bâtiment était enchaîné de l'extérieur, que quelqu'un a jeté des grenades fumigènes ou des fusées éclairantes par les fenêtres. J'ai gardé une expression neutre, inquiète mais confuse. Je ne sais rien à ce sujet. Peut-être qu'ils se sont fait ça à eux-mêmes dans un moment de panique. Quand je suis arrivée, je pouvais entendre ma fille crier. J'ai appelé le 911. C'est tout ce que je sais. L'inspectrice Martinez m'a étudié pendant un long moment. Le fait, docteur Patterson, que chacun de ces hommes est accusé d'agression sur mineurs et de complot. Certains d'entre eux parlent, essaient de passer des marchés. Votre enregistrement de l'appel téléphonique, combiné aux preuves que nous avons recueillies et à la déclaration de votre fille, est plus que suffisant pour les faire tous condamner. Bien, ai-je dit sèchement. Alors, quoi qu'il se soit passé dans ce bâtiment ce soir, que quelqu'un ait paniqué et déclenché des grenades fumigènes, qu'il se soit enchaîné par accident, ça n'a pas vraiment d'importance au final. La justice est en marche. Ces hommes sont finis. J'ai soutenu son regard. Le téléphone de ma fille m'a appelé par accident pendant ma garde. J'ai tout entendu et j'ai immédiatement commencé à enregistrer. J'ai suivi son téléphone, j'ai entendu des hommes l'agresser et j'ai appelé la police. Je ne sais pas ce qui s'est passé d'autre. Je sais juste que ma fille est en sécurité maintenant, et que les gens qui lui ont fait du mal sont en garde à vue.
L'inspectrice Martinez a hoché lentement la tête. C'est probablement la version à laquelle nous devrions tous nous en tenir. Pour le bien de Mélodie. Elle a déjà assez souffert sans que sa mère soit entraînée dans une enquête, elle aussi. Merci, inspectrice. Elle m'a tendu sa carte. Votre fille est très courageuse et a beaucoup de chance de vous avoir comme mère. Après son départ, je me suis assise dans le couloir devant la chambre de Mélodie, mes mains tremblant maintenant que l'adrénaline commençait enfin à retomber. Tout ce que j'avais fait au cours des dernières heures m'a submergée, la violence dont j'avais été capable, la rage que j'avais canalisée en action, la ligne que j'avais franchie entre une personne civilisée et quelque chose de bien plus primal. Mais en regardant à travers la fenêtre Mélodie, qui dormait maintenant sous l'effet des sédatifs que les médecins lui avaient donnés, je ne pouvais pas le regretter. Ma fille était en sécurité. Ses agresseurs étaient en garde à vue. La justice serait rendue. Tyler m'a appelé 3 jours plus tard, de la prison. J'ai laissé son appel aller sur la messagerie vocale. Il a appelé encore et encore. Au 4e appel, j'ai finalement répondu. « Comment as-tu pu me faire ça ?» a-t-il exigé, sa voix stridente d'indignation. « Je suis ton mari. Tu es censé me soutenir. Tu as agressé notre fille, ai-je dit, ma voix froide. Tu as laissé 46 autres hommes agresser notre fille. Tu n'es plus mon mari. Tu es un monstre qui va passer le reste de sa vie en prison. Ce n'était pas comme ça. Elle ment. Elle a toujours été dramatique, tout comme toi. J'ai raccroché, bloqué son numéro, et j'ai demandé le divorce cet après-midi-là. L'oncle Wayne a essayé de me joindre par l'intermédiaire de ma mère. Elle s'est présentée à l'hôpital où j'avais repris le travail, le visage tiré par le stress. Il dit que c'est un malentendu, m'a-t-elle dit désespérément. Il dit que Tyler lui a mis la pression, qu'il ne voulait pas être là. Maman, je l'ai entendu. J'ai un enregistrement de lui disant à quelqu'un d'attraper les jambes de Mélodie. Il a participé. Il est coupable. Et si tu continues à le défendre, tu le choisis lui plutôt que ta petite fille. Elle a pâli. Il y a un enregistrement. Le téléphone était allumé pendant 47 minutes. J'ai tout entendu. Chaque mot, chaque rire, chaque cri. J'ai fait une pause, la laissant assimiler. Tu peux croire ces mensonges si tu veux, mais tu ne reverras plus jamais Mélodie si tu le fais. Elle a fait le bon choix. A coupé complètement les ponts avec Wayne, a témoigné contre lui à son procès. Cela ne l'a pas sauvé. Il a pris 25 ans, mais cela a sauvé notre relation. Le procès s'est étalé sur 5 ans. 47 hommes, de nombreux cas regroupés pour plus d'efficacité, bien que certains aient exigé des procès séparés. Beaucoup ont plaidé coupables pour éviter des peines plus lourdes. Tyler est allé jusqu'au procès, a maintenu son innocence, a prétendu que Mélodie avait mal compris, que tout n'était qu'un jeu innocent qu'elle avait déformé parce qu'elle était en colère pour autre chose. Le jury a délibéré pendant 3 heures avant de le déclarer coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamné à 40 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Lors du prononcé de la sentence, le juge s'est adressé directement à Tyler, « Vous avez trahi tous les devoirs qu'un père a envers son enfant. Vous avez utilisé votre position de confiance pour faciliter des actes odieux. Vous n'avez montré aucun remords, aucune reconnaissance du mal que vous avez causé. Ce tribunal espère que vous passerez chaque jour de votre peine à contempler l'ampleur de vos crimes. » Tyler m'a regardé alors qu'on l'emmenait menotter. J'ai soutenu son regard sans broncher, sans sympathie. Il avait fait ses choix. Maintenant, il allait vivre avec. Mélodie a suivi des années de thérapie. Une bonne thérapie avec des spécialistes du traumatisme infantile. Elle a d'abord fait des cauchemars, des crises de panique quand elle voyait des motos ou entendait certaines chansons. Mais les enfants sont résilients, et avec du soutien, elle a commencé à guérir. Pour son 16e anniversaire, elle m'a interrogé sur cette nuit-là. Nous étions assises sur le porche arrière de notre nouvelle maison. J'avais vendu l'ancienne immédiatement, ne supportant pas de vivre dans un endroit que Tyler avait occupé à regarder les lucioles danser dans le jardin. Maman, que s'est-il vraiment passé au clubhouse cette nuit-là?
Les rapports de police disent qu'il y a eu un incendie, mais personne n'a été brûlé. Ils disent que les portes étaient enchaînées, mais les pompiers les ont ouvertes facilement. J'ai envisagé de mentir, de la protéger de la vérité. Mais elle méritait l'honnêteté. Elle l'avait gagnée par sa survie. J'ai suivi ton téléphone, ai-je dit prudemment. J'ai entendu ce qui se passait. Je ne pouvais pas arriver assez vite pour l'arrêter, mais je pouvais m'assurer que ça se termine. Et je pouvais m'assurer qu'il sache ce que c'était que d'être piégé et effrayé. Elle est restée silencieuse un long moment. Tu leur as fait du mal? Je leur ai fait très peur. Ils ont cru qu'ils allaient mourir, mais je me suis assurée qu'ils vivent pour faire face à la justice comme il se doit. Bien, dit-elle fermement. Ils méritaient d'avoir peur. Oui, ai-je convenu. Ils le méritaient. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Merci d'être venu me chercher. De ne pas avoir appelé la police d'abord. De ne pas avoir attendu. Merci de leur avoir fait peur. Je l'ai entourée de mon bras. Cette fille courageuse, abîmée, en voie de guérison, qui avait survécu à quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais affronter. Je le referai, lui ai-je dit honnêtement. Je ferai pire s'il le fallait. Parce que tu es ma fille, et personne ne te fait de mal sans avoir à me répondre. Elle m'a serré plus fort. Je sais. C'est ça qui me fait me sentir en sécurité. Nous sommes restées assises dans un silence confortable alors que la nuit tombait complètement, les lucioles offrant leur spectacle. Deux survivantes regardant ensemble la nuit paisible. Mélodie a 23 ans maintenant. Elle étudie la psychologie, veut travailler avec les survivants de traumatisme. Elle a remarquablement bien guéri, même si elle a encore des moments où le passé la rattrape. Nous en avons toutes les deux. Parfois, je pense à cette nuit-là, à la personne que je suis devenue quand j'ai entendu ma fille crier. À la capacité de violence que j'ai découverte en moi, à la volonté de franchir des lignes que je pensais absolues. Je n'en suis pas fière, mais je n'en ai pas honte non plus. Car lorsqu'il s'est agi de protéger mon enfant contre le fait d'être une bonne personne, il n'y a pas eu de débat. Il n'y en aurait jamais eu. Tyler est toujours en prison. L'oncle Wayne y est mort il y a 3 ans. Crise cardiaque dans la cour de promenade. Les 45 autres hommes ont purgé leur peine, dispersés dans divers établissements. Certains ont obtenu des peines plus légères pour avoir coopéré, pour avoir témoigné contre les autres. Aucun n'a écopé de moins de 15 ans. Et Mélodie, elle s'épanouit. Elle a un petit ami qui la traite bien, des amis qui la soutiennent, des rêves qu'elle poursuit activement. Le traumatisme l'a façonnée mais ne l'a pas brisée. Elle est plus forte grâce à ce qu'elle a survécu, même si elle n'aurait jamais dû avoir à le survivre. Parfois, elle me demande si je regrette de ne pas avoir appelé la police en premier, si j'aurais aimé laisser le système tout gérer depuis le début. La réponse est non. Parce que dans ces minutes entre le moment où j'ai entendu ma fille crier et l'arrivée de la police, je me suis assurée que chaque personne dans ce bâtiment comprenne ce qu'elle avait fait. Je me suis assurée qu'elle ressente la peur et l'impuissance. Je me suis assurée qu'elle sache, au-delà de tout doute, que ses actions avaient des conséquences. Le système juridique leur a donné des peines de prison. Mais je leur ai donné autre chose. La connaissance qu'il y a des mères dans ce monde qui brûleront tout pour protéger leurs enfants, qui franchiront n'importe quelle ligne, briseront n'importe quelle règle, deviendront n'importe quel monstre nécessaire pour garder leur bébé en sécurité. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais parfois, elle est servie chaude et fumante, avec des chaînes aux portes et la terreur dans l'obscurité. Parfois, elle est servie par une chirurgienne traumatologue qui se souvient comment être un soldat, qui sait exactement comment effrayer les gens sans les tuer. Parfois, elle est servie par une mère qui a entendu sa fille crier et qui a décidé que la pitié était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre.